Il y a quelques mois, en juin dernier, 26 millions d'Américaines et d'Américains manifestaient suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, mort étouffé sous le genou de Derek Chauvin, un policier blanc. C'était le 25 mai 2020. Ce mouvement historique, le plus important de l'histoire des États-Unis selon le New York Times, fait suite à plusieurs années de mobilisation intense du mouvement Black Lives Matter sur les questions des violences policières. Car au-delà de George Floyd, au-delà du racisme de Donald Trump, au-delà même du mouvement Black Lives Matter lui-même, les brutalités policières sont un phénomène massif, systémique et persistant. Dans ce podcast, nous tenterons de faire un tour de la question, d'examiner les causes, les conséquences, mais aussi les solutions. Mais d'abord, voici 4 choses à savoir sur les violences policières aux États-Unis. Les données sont incomplètes. Combien de personnes sont victimes de violences policières? Eh bien, nous ne le savons pas exactement. 18 000 départements de police sont éparpillés sur le territoire américain et sont censés transmettre leurs données au FBI, mais seulement sur la base du volontariat et avec le niveau de détail qu'ils souhaitent. Il y a bien une loi qui est censée recueillir ces données sur les violences policières et sur le nombre de morts en détention ou en garde à vue. C'est le Death in Custody Act qui a été voté en 2000. Mais aucun financement n'a été prévu pour accompagner le déploiement de ces mesures ou pour en assurer le contrôle. C'est donc grâce à la société civile que nous savons que chaque année aux États-Unis, plus de 1000 personnes sont tuées par la police, soit au moins 3 par jour. Il faut en particulier saluer le travail du projet Mapping Police Violence, qui a été initié par 3 militants de Black Lives Matter, Darren McKesson, Jonetta Elzai et Samuel Sinigangwe. Depuis 2013, ils ont recensé 8 515 personnes tuées par la police ou mortes en détention. Mais comme leur objectif est ouvertement de lutter contre les violences policières, ils ont longtemps été discrédités, jugés trop militants, jugés trop partiaux et leurs chiffres pas pris au sérieux. Il a donc fallu attendre que d'autres initiatives, et notamment celle du Guardian, le quotidien anglais, qui, à partir de 2015, a commencé sa propre base de données. Le Washington Post continue encore à ce jour cette collecte de données et aboutit au nombre à peu près de 1000 morts par an, un chiffre stable donc au fil des années, y compris en 2020, malgré le confinement, malgré la crise et des interactions avec la police qui devraient être en théorie moins nombreuses. Au 24 novembre 2020, le Washington Post recense ainsi 984 personnes qui ont été tuées par balle par la police aux États-Unis par les policiers en service. D'autres bases de données étendent leur collecte aussi aux personnes qui ont par exemple été étranglées, étouffées, qui ont fait des crises cardiaques, qui se sont suicidées en détention ou qui ont été tuées par des policiers qui n'étaient pas en service. La police américaine tue beaucoup plus que n'importe quelle autre police dans le monde. Nous l'avons dit, la police américaine est un système extrêmement décentralisé comparativement à d'autres systèmes de police comme la France, qui est centralisée et partagée entre une police nationale et une gendarmerie qui se partagent le territoire français, ou la Suède, par exemple, qui a une seule police centralisée. Le Canada, qui est également organisé en police fédérale, a un total d'environ 300 agences de police entre les niveaux locaux, régionaux et fédéral. Aux États-Unis, ce nombre de départements de police monte à 18 000, donc 18 000 commissariats et départements indépendants les uns des autres. Partout dans le monde, on observe des tendances à la privatisation de la gestion du maintien de l'ordre et à des confrontations de plus en plus violentes avec la population, notamment du fait d'une militarisation croissante des polices. On a vu en France que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, avait été accueilli avec de plus en plus de violence, mais on sait aussi que des manifestations au Nigeria en octobre ont également été réprimées dans le sang. On sait que la police au Brésil aussi est très violente et très répressive, et on observe ces phénomènes un petit peu partout dans le monde. Tout ceci étant dit, la police américaine tue beaucoup plus que n'importe quelle autre police. On voit que donc entre l'Angleterre et les États-Unis, entre 0,5 morts pour 10 millions d'habitants et 33,5 morts pour 10 millions d'habitants, les écarts sont très importants. En France, nous y consacrerons un épisode un petit peu plus tard,
On sait que la police tue entre 15 et 20 personnes par an, selon les recensements de la presse et des militants, puisque des chiffres officiels sont incomplets. Les minorités sont surreprésentées parmi les victimes. Disons-le tout de suite, même si nous y reviendrons plus en détail, quand on dit que le racisme est systémique dans la police, ça veut dire que le problème ne se limite pas à quelques brebis galeuses, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les policiers sont racistes. Au contraire, ça signifie que peu importe les intentions et les croyances des individus, l'institution produit des discriminations mécaniquement. Par le recrutement, par la formation, par l'équipement, par les missions, par le déploiement des effectifs, par l'impunité organisée. Par exemple, entre 20% et 25% des personnes tuées par la police souffraient de troubles mentaux en 2019. Or, les policiers ne sont absolument pas formés pour gérer ce genre de cas. C'est ainsi qu'on peut parler de discrimination systémique. Selon le Washington Post en 2019, 999 personnes ont été tuées par la police, tuées par balle. Ces chiffres sont à peu près stables au fil des années, nous l'avons dit. Au moins un quart de ces victimes de 2019 étaient des hommes noirs, 250 sur 999, car disons-le, la plupart des victimes sont des hommes et sont noirs. On dit au moins car il y a 141 personnes cette année-là dont la race n'est pas connue. Mais dire que 25% des victimes noires, c'est déjà beaucoup par rapport à leur poids dans la population totale, rappelons que les Africains-Américains représentent 13% de la population américaine, ça n'est pas assez. Si on regarde par âge, race et genre, on s'aperçoit que les jeunes hommes noirs sont les cibles les plus fréquentes. Ainsi, au moins 100 victimes étaient des garçons noirs âgés de 18 à 29 ans, soit 10% de toutes les victimes. Alors que dans la population totale, cette catégorie ne représente que 1,3% de la population. On sait aussi que les victimes noires sont plus susceptibles que les blancs de ne pas être armés. Tous les États américains sont concernés par les violences, même si elles sont un peu plus fréquentes dans les villes où la population est plus dense. En 2019, il n'y a que 2 États où la police n'a tué personne par arme à feu, c'est le Dakota du Nord et le Rhode Island. Mais les États où le taux de personnes tuées par des tirs de la police est le plus élevé sont le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma et l'Alaska. En Californie, un État très densément peuplé, en 2019, la police a tiré et tué 135 personnes. Au Texas, 108 personnes. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau de criminalité locale et le niveau des violences policières. Les autres catégories de personnes très vulnérables face aux violences policières sont les natifs et indiens américains, ainsi que les personnes perçues comme LGBT ou transgenres. Mais nous ne disposons pas de données suffisantes pour établir des statistiques fiables. Aussi, nous n'entrerons pas dans les détails. Enfin, nous reviendrons sur les explications dans un prochain épisode, mais soulignons que les policiers bénéficient d'une impunité quasi totale. Selon les chiffres du projet Mapping Police Violence, dans 98,3% des cas où quelqu'un a été tué par la police entre 2013 et 2020, aucun policier n'a été inculpé. La violence et le harcèlement ne s'arrêtent pas là. De nombreuses violences sont encore plus invisibles. Car la violence policière ne se limite pas à ceux qui en meurent. Il y a un certain nombre d'autres violences qui sont invisibles et difficilement mesurables. Tous les jours, des personnes sont blessées, insultées, contrôlées, harcelées, blessées. Ce sont des pratiques qui sont, pour la plupart, discriminatoires dans leur nombre et leur répétition. Parce qu'évidemment, un contrôle d'identité en soi, unique, n'est pas automatiquement une violence. En revanche, la répétition de ces contrôles ou le fait qu'ils ciblent majoritairement des personnes racisées l'est. De nombreuses études et enquêtes le prouvent, et même certains chiffres officiels. C'est pour ça qu'il est important de regarder les chiffres à grande échelle et les chiffres dans leur globalité. Par exemple, dans le cas de George Floyd, on s'aperçoit que ce n'était pas un incident isolé. Une enquête du New York Times nous apprenait qu'à Minneapolis, les Noirs ne constituent que 19% de la population et seulement 9% des effectifs de police, mais 58% des cas d'usage de la force. On observe la même chose en 2019 à Washington, D.C., selon le Washington Post. Les Noirs y constituent 46% de la population, mais 70% des contrôles de police, dont 86% des contrôles qui n'étaient pas motivés par des infractions au code de la route. Même chose à Cincinnati, à Cleveland ou Columbus, les 3 plus grandes villes de l'Ohio. Certains diront peut-être que ces chiffres reflètent des comportements plus souvent suspects de la part des minorités que de la part des Blancs. Cet argument bien connu, qu'ils devaient avoir fait quelque chose de mal, nous y reviendrons largement, mais c'est évidemment mal connaître la réalité des interactions entre la police et les minorités, et cela ne fait que confirmer que les Blancs ont une expérience très différente. Pour s'en convaincre, regardons d'autres chiffres, et notamment ceux sur la consommation de drogue. Ainsi, une étude à Travis, au Texas, a montré que les Noirs constituent
30% des arrestations pour possession de drogue entre 2017 et 2018, alors qu'ils ne constituent que 9% de la population et que, surtout, les enquêtes montrent que les Blancs et les Noirs consomment dans les mêmes proportions. Dès les contrôles d'identité, la discrimination raciale joue un rôle. À New York, une autre étude de l'ACLU, cette fois, a montré que les Blancs ne constituaient que 10% des personnes contrôlées, alors qu'ils sont 45% de la population. Depuis 2002, les Noirs et les Latinos représentaient plus de 80% des contrôles d'identité, la pratique appelée stop and frisk, alors que moins de 1% de ces contrôles débouchaient sur une arme, la soi-disant raison du contrôle initialement. La pratique était donc tellement inefficace et discriminatoire qu'elle a finalement été interdite et suspendue à New York. En pratique, on continue d'observer des discriminations dans les contrôles d'identité, mais c'est encore une autre histoire. Des discriminations raciales se retrouvent à tous les niveaux du système. En 2020, un rapport commandé par la ville de Charlottesville a ainsi confirmé des graves disparités raciales dans 5 domaines clés de la justice. La gravité des charges retenues, le nombre de chefs d'inculpation, les décisions relatives à la caution, la durée du délai d'attente du procès et les verdicts de culpabilité. Donc de ce point de vue, le rapport qui avait été publié sur les pratiques du département de police de Ferguson entre 2012 et 2014 était édifiant. Pour rappel, celui-ci avait été ordonné par le département d'État, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, après la mort de Michael Brown en août 2014 et les manifestations qui s'en étaient suivies pendant plusieurs mois. On y apprenait alors que les Noirs, qui représentaient 67% de la population de Ferguson, représentaient, accrochez-vous, 85% des contrôles routiers, 90% des PV et contraventions, 90% des usages de la force, 93% des arrestations et 100% des personnes mordues par des chiens policiers. Les discriminations se poursuivent ensuite dans le système judiciaire où les charges sont moins souvent abandonnées pour les Noirs que pour les Blancs, où les condamnations sont plus sévères et plus longues pour des crimes équivalents, où les mauvais traitements en détention sont plus fréquents, etc. Pour conclure, il faut dire un mot sur la situation des femmes, les victimes les plus invisibles. Depuis plusieurs décennies maintenant, les femmes sont la population carcérale qui augmente le plus rapidement, même si elles sont encore moins nombreuses que les hommes. Mais les discriminations qui les affectent sont aussi spectaculaires. À San Francisco, par exemple, un rapport évalue qu'en 2015, les femmes noires ne représentaient que 6% de la population, mais 45,5% des arrestations de femmes. En conclusion, vous le voyez, il est difficile de faire un état des lieux exhaustif tant les violences policières sont généralisées et systématiques. Rendez-vous dans le prochain épisode de Stop Killing Us où nous explorerons comment Black Lives Matter a participé à l'émergence et la prise de conscience collective de ce problème des violences policières qui est ancien et systémique aux États-Unis. Abonnez-vous.